C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Au port de Beyrouth, l'une des pires explosions non nucléaires de l'histoire pulvérisait les alentours, tuant plus de 200 personnes, blessant 7000 autres et ravageant 77 000 bâtiments. Et on le sait aujourd'hui, les causes profondes de ce drame restent en grande partie inexpliquées. Car depuis 3 ans, l'enquête nationale est aujourd'hui bloquée par de nombreuses plaintes déposées contre le juge Bittard, en charge de l'affaire, notamment par des responsables qui font l'objet de mandats d'arrêt. Mais durant ces 3 ans, des journalistes, des chercheurs, des scientifiques ont eux aussi creusé et ont découvert un dédale d'entreprises secrètes, de faux propriétaires, de réseaux impliqués dans du trafic de nitrate depuis des années, jusqu'à se poser ces questions. Ce nitrate était-il réellement destiné au Mozambique? Pourquoi les responsables libanais l'ont-ils laissé au port de Beyrouth pendant 6 ans? Et qu'est-ce qui a réellement causé l'explosion? Dans ce décryptage, on fait donc le point sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait toujours pas aujourd'hui dans cette affaire tentaculaire. L'histoire officielle, la voici. Un bateau du nom du Rosus part de Géorgie fin 2013 avec à son bord 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Destination, le Mozambique. Il se rend d'abord en Turquie, puis en Grèce, sans encombre. Mais alors qu'il doit prendre la direction de l'Égypte, il fait une halte imprévue à Beyrouth. Ordre du propriétaire pour récupérer du matériel supplémentaire dans le but, officiellement, de payer le passage du canal de Suez. Sauf que sous le poids de la cargaison, la cale du Rosus, en mauvais état, est déjà surchargée, craque. En plus de cela, au même moment, les autorités libanaises détectent des dettes impayées. Résultat, le navire est saisi, sa cargaison avec. Nous sommes alors le 20 décembre 2013 et à partir de cette date, personne ne réclamera le Rosus. Ni le nitrate, qui sera alors déchargé 1 an plus tard dans le hangar 12, où il prendra feu le 4 août 2020. Très vite après l'explosion, les questions émergent. D'abord, à qui appartient ce nitrate et à qui était-il vraiment destiné ? Sur son contrat de vente, il y avait bien écrit que la cargaison était produite pour une firme mozambicaine. Mais l'acheteur, lui, était en fait domicilié au Royaume-Uni. Son nom, Savaro Limited. Cette entreprise est l'un des grands points d'interrogation dans l'affaire, car en réalité, il s'agit d'une société écran. Comme d'autres, Firas Hatoum, un journaliste d'investigation, a voulu savoir qui se cachait derrière cette entreprise fictive. Il a montré qu'à la même adresse se trouvaient notamment 2 sociétés dirigées par des hommes d'affaires syro-russes. Le frère de l'un d'eux est sous sanctions américaines pour avoir tenté d'importer du nitrate d'ammonium vers la Syrie en 2013. Des faisceaux d'indices un peu trop troublants selon ce journaliste pour n'être que de simples coïncidences, d'autant que dans l'affaire du port de Beyrouth, les liens avec la Syrie ne s'arrêtent pas là. D'autres enquêteurs, de OCCRP notamment, ont révélé que le propriétaire du bateau n'était en fait qu'un locataire. Le vrai détenteur, le voici. Un magnat chypriote qui s'est servi de ses propres entreprises, basées dans différents pays, pour faire naviguer son bateau malgré de nombreuses anomalies. Mais pas seulement. L'homme aurait emprunté près de 4 millions de dollars à FBME. Cette banque était connue pour ses liens avec le Hezbollah et a été accusée de blanchiment d'argent jusqu'à fermer en 2017. Dans ses comptes, on retrouvait, encore une fois, ces mêmes hommes d'affaires syro-russes. Beaucoup de liens troubles donc entre tous ces acteurs, mais attention, aujourd'hui rien ne permet de prouver directement l'implication de la Syrie dans l'affaire, et le vrai propriétaire de Savaro et donc du nitrate reste donc un mystère. Deuxième grande question, pourquoi les responsables libanais n'ont-ils rien fait pendant 6 ans? Aujourd'hui, sur cette question, on sait quand même pas mal de choses. Ces responsables n'ont pas correctement identifié le nitrate d'ammonium pendant des mois. Les plus hauts dirigeants du pays ont été informés à un moment ou un autre entre 2013 et 2020. Ils n'ont pas pris la mesure du danger, malgré plusieurs alertes et mises en garde, notamment d'un agent des douanes et d'un fonctionnaire de la sécurité de l'État au port. Le hangar 12 était en mauvais état et mal sécurisé pendant toutes ces années, donc facilement accessible. L'armée a été alertée sur la présence de ce nitrate et sur son taux d'azote suffisant pour produire de l'explosif, mais a répondu qu'elle n'en voulait pas. Enfin, aucun inventaire n'a été fait toutes ces années pour déterminer si les 2750 tonnes de nitrate sont bien restées dans ce hangar.
Une chose est donc établie dans cette affaire, ces autorités ont échoué à protéger la population. La question qui reste en revanche sans réponse aujourd'hui est: est-ce que ces autorités ont voulu intentionnellement garder ce nitrate au port de Beyrouth et si oui, pourquoi? Ou est-ce qu'il s'agissait de négligence et de mauvaise gestion? Enfin, troisième et dernière grande question, qu'est-ce qui a pu causer l'explosion au port de Beyrouth? Deux thèses ont largement été partagées après le 4 août. D'abord, une attaque aérienne menée par Israël. À ce jour, aucune photo ni vidéo n'a permis de valider cette piste. Peut-être que vous avez vu ces images, mais ce ne sont que des photomontages. L'aviation civile libanaise a elle-même affirmé n'avoir repéré aucun mouvement dans l'espace aérien au moment de l'explosion, et la thèse a donc été écartée. Deuxième piste très répandue, celle d'un accident lié à des travaux de soudure. Le jour de l'explosion, des travailleurs opéraient effectivement dans le hangar 12 pour réparer les portes de l'entrepôt. Une étincelle aurait pu mettre le feu au stock de nitrate. Mais là encore, peu probable, répondent les experts. L'agence d'investigation Forensic Architecture a par exemple déterminé grâce aux images disponibles que l'incendie était parti d'ici, alors que les travaux ont eu lieu ici. Trop loin pour être plausible. Aujourd'hui, on ne sait donc toujours pas s'il s'agit d'un incendie criminel ou accidentel. Une chose est quasi sûre, selon les experts en explosifs et le FBI, les 2750 tonnes de nitrate n'ont pas explosé ce jour-là. La déflagration correspondrait davantage à 500 tonnes, selon eux. Le stock a-t-il été siphonné ou s'est-il dispersé avec le souffle de l'explosion? Répondre aux autres questions pourrait certainement apporter des éléments de réponse à celle-ci, mais pour l'heure, il manque encore beaucoup de pièces à cet immense puzzle. C'est la fin de ce décryptage, n'hésitez pas à regarder nos autres sujets d'analyse publiés sur L'Orient le Jour ou en anglais sur l'Orient Today.